juste avant de commencer, je voulais vous faire un petit rappel, ou peut-être que vous ne le savez pas. C'est que une personne qui lit un article, particulièrement sur le web, puisque le temps d'attention est encore plus réduit, ne va lire ce que vous écrivez que pour une durée de 15 secondes en moyenne. Euh, et quand on a dit ça, on a presque tout dit. C'est-à-dire que 15 secondes, qu'est-ce que vous avez le temps de lire en 15 secondes? Vous avez le temps de lire trois phrases. Trois phrases, c'est-à-dire que vous avez le temps de lire le titre et ce qu'on appelle le chapeau. Le chapeau, c'est la petite introduction de l'article. Si, à la lecture du titre et à la lecture des trois premières phrases, vous n'avez pas accroché le lecteur, il est parti. Voilà. Donc, une fois qu'on a dressé le constat, ça va orienter toute la façon d'écrire derrière. Alors, le web est le média le plus volatile, c'est-à-dire celui sur lequel l'attention va rester le moins longtemps. Lorsque vous lisez un magazine, enfin un magazine ou un article écrit sur papier, l'attention va rester, la concentration va être un peu plus importante. Mais du coup, c'est bien d'adapter les techniques d'écriture du web aux techniques d'écriture journalistique en général. Et cette règle, elle est valable aussi pour un podcast, elle est valable pour une interview, elle est valable pour une vidéo. Le temps d'attention aujourd'hui est très très faible. Donc c'est vraiment l'amorce de la rédaction qui va déterminer tout le reste. D'accord? Et on va construire toute notre façon d'écrire sur sur ce constat-là. Ah, je n'arrive plus à passer. Voilà. Alors, pourquoi les gens, pourquoi, au-delà de l'attention qui est du temps d'attention qui est très réduit, pourquoi les gens décrochent en général? Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'en ai trois. Parce que les contenus, souvent, sont truffés de fautes. Donc, pour un lecteur natif, au bout d'un moment, c'est agaçant d'avoir des contenus truffés de fautes de syntaxe, d'orthographe, ou qui rendent en fait la lecture difficile. Des fautes de grammaire aussi qui peuvent rendre la lecture difficile et puis altérer le sens de ce que l'on veut dire. Autre biais très très important, les contenus ne sont pas adaptés à la cible. Quand on écrit, une des premières questions à se poser, c'est de savoir pour qui on écrit. Et croyez-le, c'est pas toujours le cas. On ne se pose pas toujours la question de pour qui on écrit. Et puis, dernier frein aussi à l'attention du lecteur. Parfois, souvent même, les contenus n'ont pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que, bon, on va avoir un article, mais qu'est-ce qu'il va apporter euh, au débat, au débat actuel, au débat public? Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un point de vue nouveau? Est-ce que c'est un point de vue original? Est-ce que c'est un point de vue peut-être contradictoire? Mais qu'est-ce qu'on va apporter au débat? Voilà. S'il n'apporte rien, vous n'allez pas retenir l'attention du lecteur. Ça va être un tissu de platitudes et, et, et qui n'apportera rien de nouveau. Et ça, c'est vraiment essentiel aussi. De- Donc, le temps d'attention des lecteurs est vraiment, certes, il est réduit, mais le manque d'attention est multifacteur aussi. On ne peut pas tout mettre sur le compte des réseaux sociaux et sur le flux d'informations qui est trop important. Euh, on a aussi
des facteurs liés à l'écriture ou au manque de précision de l'écriture. Parfois aussi, les contenus ne sont pas suffisamment beaux dans le sens esthétique ou la lecture est trop compliquée, c'est-à-dire que rien ne ressort du texte. Les textes ne sont pas illustrés, c'est écrit trop petit, il y a pas de paragraphe. En fait, visuellement, le texte ne donne pas envie de rentrer dedans. Il est rebutant parce que on a un paragraphe qui fait une page et l'œil n'arrive pas à se fixer sur un point qui va permettre de rentrer dans le texte. Donc, les considérations de forme sont aussi importantes que les considérations de fond quand on écrit. Le fond, enfin, la forme doit valoriser le fond. Et ça, c'est une règle très, 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 très importante à garder en tête. La forme doit valoriser le fond. Euh, et puis, dernier point qui va avec la cible, les contenus ne sont pas toujours adaptés aux médias. C'est-à-dire que sur TikTok, vous n'allez pas avoir des vidéos de 10 minutes. Voilà. Bah, c'est ça. C'est que dans votre magazine, dans le magazine que vous allez produire, vous n'allez pas mettre des textes de 10 pages. Voilà, c'est ça. Ou si c'est un magazine avec une thématique sur, je ne sais pas, le développement durable, vous n'allez pas faire un article sur les vacances bon marché, je ne sais pas, dans un des pays de la région. Voilà, il faut que la thématique et tous les articles soient cohérents par rapport à la thématique et par rapport au support, sur la forme comme sur le fond. Alors, on en vient aux pièges les plus courants à éviter quand on écrit. Qui sont liées à ce que je vous disais avant, évidemment, l'absence de problématique à votre article ou l'absence d'angle, de fil conducteur à l'article que vous allez rédiger. Qu'est-ce que je vais apporter au débat actuel? Voilà. Ça, c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment rédhibitoire. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme, mais rédhibitoire, ça veut dire que c'est vraiment un problème qui est insurmontable. Un article qui n'a pas d'angle ou n'a pas de problématique ne va pas être lu. Point. Les textes sont mal structurés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils sont trop longs, ils sont imprécis, il y a des problèmes de syntaxe, de grammaire, d'orthographe. Ils sont rebutants à la lecture, ils sont difficiles à comprendre. Donc l'attention se détache. Euh, Ça, c'est plus sur les réseaux sociaux. Trop communiquer, à force de trop communiquer, on ne retient plus l'attention des lecteurs. Il vaut mieux communiquer moins mais bien que communiquer trop et sans raison de communiquer. Ça lasse de voir une répétition de communication sans intérêt. Voilà. Mais ça, c'est davantage les communications sur les réseaux sociaux. Les pièges les plus courants à éviter également, ne pas accrocher le lecteur ou se tromper de cible. C'est pareil. Euh, on en revient aux 15 secondes d'attention du lecteur sur le web. S'il n'y a pas d'accroche, on va voir quelles sont les techniques d'accroche. Le lecteur s'en va. Ou si la communication n'est pas adaptée à la cible ou aux médias, le lecteur s'en va de la même façon. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je voudrais savoir si vous avez des questions, si
si vous comprenez, s'il faut que je ralentisse, voilà, quels sont vos premiers feedbacks? Il n'y en Vous, a pas. vous pouvez aussi laisser vos questions dans le box chat. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors du coup, je vais continuer. Donc maintenant, on va aborder la question des règles, enfin des règles, des conseils en fait qui vont vous aider lorsque vous avez un sujet à vous dire, bon, je commence comment? Et j'ai pas peur d'écrire. Et j'ai pas peur d'écrire parce qu'il y a une méthodologie très progressive par étape pour commencer à écrire. Et on va faire ça sous forme d'entonnoir. Donc, du démarrage de comment je trouve une thématique jusqu'aux règles d'écriture les plus précises. Euh, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque support, que ce soit un livre, un podcast, une vidéo, un journal, un site web, a ses propres codes d'écriture. Et en effet, rédiger une interview ou rédiger un article pour un site web ne se fait pas de la même façon parce que le lecteur ne lit pas de la même façon. Et c'est donc à l'auteur de s'adapter aux spécificités de la lecture sur tel ou tel support d'envisager les contraintes, d'adapter les règles d'écriture et puis d'éviter les pièges que l'on a vus tout à l'heure. Euh, voilà, donc là, on va démarrer la méthodologie qui va vous aider et vous accompagner dans le processus d'écriture pour vous permettre de structurer votre pensée et d'éviter l'angoisse de la page blanche. La première règle, c'est d'abord de trouver un angle à mon article. Et pour ça, on va avoir différentes étapes. Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est l'angle d'un article. Donc, je vais commencer par définir ce qu'est un angle. L'angle d'un article, c'est aussi ce qu'on appelle une thématique. C'est ce qui va donner l'orientation globale de l'article. Euh, Cela signifie qu'un article anglais propose en fait une réponse précise à un problème. Euh, le lecteur doit terminer l'article avec le sentiment d'avoir obtenu une réponse à la question qui est posée initialement. Et cette question, il va falloir la formuler et l'article va permettre de répondre à cette question comme si vous faisiez une dissertation en français. On pose une problématique et tout le développement a pour objectif de répondre à cette question. Voilà, pas d'angle, pas d'article. C'est aussi simple que ça. Sinon, ça va être un tissu de constats, mais qui ne répondront à aucun besoin, à aucune question. Et je vous dirais que dans le cadre de votre magazine, c'est aussi la réflexion à avoir pour trouver une thématique pour chacun de vos numéros. Euh, j'ai eu un échange avec Nia sur le sujet, sur le choix de la thématique, de la première thématique, que vous avez tous choisi d'un commun accord et sur laquelle j'ai émis quelques réserves. Euh, Et on y reviendra après, si vous voulez, on ne va pas commencer par ça. Mais voilà, le choix même de la thématique doit répondre à ce choix d'un angle et de la formulation d'une question. Et tout votre magazine va répondre justement, va euh, répondre en adoptant différents angles euh, à la question posée par la thématique. Donc, la première étape pour trouver un angle à l'article, c'est donc de définir le thème et le sujet de l'article. Je veux écrire un article qui parle
de quel thème et plus spécifiquement, dans ce thème, de quel sujet? Ça, c'est la première question. Je répète, définir le thème et le sujet d'un article. OK, je vais écrire un article qui parle de quel thème et plus spécifiquement de quel sujet. Première étape. Deuxième étape, je vais identifier un point saillant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a d'original? Qu'est-ce qu'il y a de problématique? Qu'est-ce qu'il y a, de peut-être d'inconnu, heu, dans dans le sujet que je vais, sur lequel je vais écrire? Quel va être le point de vue que je vais adopter et qui n'a pas été adopté, précédemment? D'accord? Donc identifier le point saillant sur lequel, je vais, construire, mon argumentation. Troisième étape, je vais rattacher ce point saillant à un ou 2 leviers d'intérêt classiques pour les lecteurs. Un levier d'intérêt correspond à un moyen, précis de susciter l'intérêt du lecteur en actionnant un ressort, psychologique, assez classique tel que la curiosité. L'article peut dévoiler soit un secret ou peut-être un point jamais éclairé sur une thématique. Le levier de la peur, l'article doit signaler un danger, rassurer, expliquer un danger peut-être, heu, ou l'envie ou le besoin, un autre ressort psychologique, classique. L'article renseigne sur une situation, sur un nouveau produit, qui suscite une envie ou un besoin. Hem, le levier de la simplicité aussi ou de l'explicitation scientifique, de la vulgarisation. Il peut expliquer un processus, il peut expliquer, un phénomène scientifique. Donc voilà, c'est le levier de la, vulgarisation, scientifique. Heu, l'article peut, se baser sur un levier, je qualifierais peut-être un peu vulgairement de d'appât du gain. Il doit permettre de gagner plus, dépenser moins, faire une économie, un petit truc, financier, pour, une astuce financière pour économiser de l'argent. Ou il doit jouer sur le levier du divertissement, raconter une histoire, hem, éclairer un divertissement, nouveau. Voilà, un point peut-être un peu ludique, on va dire. Voilà, donc là, on est sur les 4 étapes qui vont permettre de définir un angle, une thématique et de formuler cette thématique qui va orienter toute la rédaction de l'article et qui et pour lequel l'article va répondre à cette question initiale. 2e, règle d'or pour rédiger, identifier ma cible. Ah, pour qui j'écris? Est-ce que j'écris pour des étudiants, par exemple? Prenons un exemple. Écrire pour qui? Vous allez écrire pour le réseau clé? Vous allez écrire pour les personnels de l'AUF? Vous allez écrire pour vos professeurs? Vous allez écrire, pour des scientifiques? Vous allez écrire pour des partenaires socio-professionnels? Donc des entreprises, voilà, pour qui vous allez écrire et en fonction de ça, chaque article va avoir un ton différent. Pareil pour votre magazine, pour le ton global du magazine, il va falloir définir une cible. Vous n'allez pas écrire de la même façon pour vos professeurs à l'université que pour vos collègues du réseau clé. Mais tout simplement, même pas par une question d'intérêt, mais parce qu'ils ne lisent pas de la même façon. Peut-être que pour vos collègues, du réseau clé, il va falloir des articles plus courts, avec un ton plus dynamique, avec, peut-être
des liens qui vont permettre d'aller voir des vidéos qui illustrent l'article, plus que pour des professeurs. Peut-être qu'il va falloir insérer des liens pour aller pour aller écouter des podcasts, parce que c'est plus adapté à leur façon de consommer les médias. Voilà, donc ça, c'est une question qu'on se pose avant d'écrire et c'est indispensable. Après, je vous dirais que dans un même magazine, il peut y avoir aussi des articles qui s'adressent à différentes cibles. Mais ça, on y reviendra après. Troisième règle d'or pour rédiger un article, quel est le média pour lequel j'écris? Est-ce que j'écris pour le web, qui a ses propres codes? Est-ce que j'écris pour un magazine quotidien, qui va être très factuel? Est-ce que j'écris pour un magazine semestriel, pour lequel on va avoir besoin d'avoir aussi avoir une partie qui récapitule ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois? Est-ce que j'écris, pour un magazine de divertissement? Est-ce que j'écris pour un magazine étudiant? Est-ce que j'écris pour un magazine politique? Voilà, c'est encore une fois, c'est une question à se poser avant de commencer à écrire, pour définir le cadre dans lequel vous allez écrire. Ensuite, maintenant, on va passer à la partie rédaction, les 5 règles d'or pour une fois qu'on a défini le cadre, qu'on a défini la cible. Ah, Delphine a une question, vas-y, je te laisse poser ta question. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Pas trop bien, non. Ton micro est désactivé? C'est mieux? Oui. Oui, c'est mieux. En fait, moi, je n'ai pas entendu le 4e. C'est dans le premier, sur l'article, et il y en a quatre sujets, n'est-ce pas? Tu as tout à fait raison. Très juste. J'ai oublié la 4e étape, excuse-moi, qui est la plus importante en plus. La 4e étape pour définir un angle, c'est de trouver le titre qui va être accrocheur. En anglais, peut-être que vous connaissez le terme, on dit qu'il faut créer un hook. Un hook, c'est une accroche. Et la meilleure technique, à mon avis, pour créer une accroche, c'est de formuler un titre sous forme de question. Essayez toujours de formuler votre titre sous forme de question. Si vous arrivez à formuler votre titre sous forme de question, la démonstration de l'article derrière va être beaucoup plus facile. Après, peut-être que vous pourrez reformuler votre titre pour que dans votre magazine, il n'y ait pas que des articles avec un titre sous forme de question, mais l'exprimer sous forme de question va vous assurer d'avoir trouvé un angle. D'accord? Hein. Et ça, c'est un bon exercice à faire qu'on pourra illustrer tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Merci Delphine pour ta remarque très juste. Alors, du coup, maintenant, on va démarrer les règles enfin les règles, les processus qui vont accompagner l'écriture. La première d'entre elles, la longueur d'un article et la longueur du titre, à titre indicatif, évidemment. Lorsque vous allez écrire pour un blog, pour un magazine, donc je pense plutôt au type d'écriture que vous êtes amené à produire en tant qu'étudiant. On dit que la longueur, entre guillemets, idéale est entre 700 et 1000 mots. Pour vous donner une idée, ça représente 2 pages A4, donc 2 pages, classiques, hein, sans interligne avec une police 11. C'est vraiment
le maximum. Et je pense même que dans le cadre de votre article, de votre magazine, c'est trop. Voilà. Donc, fixez-vous une longueur maximale autour de 1000 mots. Et vous allez voir, 1000 mots, c'est déjà assez long à produire. Ensuite, la longueur du titre. Il n'y a rien de pire qu'un article, qu'un titre long et enfin long, bavard. Donc la longueur maximale, on va dire, c'est 8 à 10 mots. Parce qu'un titre trop long décourage le lecteur, pénalise le référencement sur le web. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la technique du hook, le titre doit intriguer le lecteur, susciter sa curiosité, l'amener à consulter l'article. C'est pour ça que le formuler sous forme de question a plus de chances d'accrocher l'intérêt du lecteur. Maintenant, on va passer au deuxième point. Donc là, on est le premier point et le deuxième point, on est dans le cadre des 15 secondes dont je vous ai parlé au début. Donc, on est dans le délai de temps qui vous est imparti pour accrocher l'intérêt du lecteur. Le titre, la longueur du titre et la formulation du chapeau. Le chapeau, c'est l'introduction d'un article. C'est vraiment indispensable. On n'en voit pas souvent, mais ça, c'est un vrai frein à la captation de l'intérêt du lecteur. Pour rédiger un chapeau, il y a des techniques très simples et très efficaces. C'est la technique qu'on appelle du 5W. Le 5W, je suis désolée, c'est en anglais, mais on peut le faire en français aussi. C'est what, who, where, when, why. Et en français, quoi, où, quand, qui et pourquoi. Voilà, en 3 phrases de l'introduction, pas une de plus. 2 ou 3 phrases maximum, vous devez avoir répondu à ces 5 questions. Et ça va donner tout le contenu de l'article, ou préciser toute la contextualisation de l'article. C'est fondamental pour démarrer un article. Et normalement, ça se formule avant et ça se réécrit une fois qu'on a terminé l'article. Dans un mouvement circulaire, on commence par ça, on formule les 5 W en 2 ou 3 phrases maximum, on rédige l'article et ensuite on revient vérifier la formulation et l'orientation du chapeau. Voilà, ça c'est vraiment la règle d'or de tout journaliste. Et finalement, c'est une technique qui vous aide à rédiger, qui accompagne le processus, qui facilite le travail. Et l'idée, c'est de livrer l'intégralité du message essentiel de façon très ramassée et pour les lecteurs très pressés, synthétiser l'ensemble de l'article. Donc après, ils peuvent lire les titres, les sous-titres, et ils ont la substantifique moelle, la substantifique signification de l'article. La longueur du chapeau, je vous l'ai indiqué, c'est 2 ou 3 phrases, pas plus. Et ensuite, on va passer au contenu de l'article. À partir du point 3, structurer, organiser, hiérarchiser, assister la lecture
pour votre lecteur. On est vraiment dans la partie les développements de votre article. L'ordre de l'information est très importante. Dans un article, l'information traite d'abord du plus important avant d'aborder le moins important. On hiérarchise et on aborde les points les plus importants au début. Ce que le lecteur a le plus de chances de lire. Pourquoi? Parce qu'au-delà des 15 secondes dont je vous parlais au début, en proportion, un lecteur va lire un dixième à un quart de votre article. Voilà. Donc, les arguments les plus importants, on les met au début. On va faciliter aussi la lecture du lecteur en l'assistant. C'est-à-dire que on va rédiger des titres qui correspondent au développement. On va structurer en paragraphes. Et la règle d'or, c'est une idée, un paragraphe. Je change de paragraphe quand je change d'idée. Je structure mon texte. Je découpe mon texte pour que visuellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'œil accroche. Que la personne qui va lire qui va lire votre production se dise pas: «Ah! Mon Dieu, j'ai un paragraphe énorme et je sais même pas comment l'aborder et en fait, j'ai pas envie de le lire». Donc je vais rédiger des articles, des titres à mes paragraphes, ils vont être en gras. Je vais découper en paragraphes, je vais faire une idée par paragraphe, je vais mettre des liens qui renvoient sur des ressources audiovisuelles, sur des ressources, sur des vidéos, sur d'autres articles qui approfondissent une idée. Je vais mettre des photos, je vais aérer mon texte, je vais faciliter et accompagner la lecture. D'accord? Très, très important ça. En fait, on évite la fatigue oculaire et on donne envie au lecteur de poursuivre la lecture. Donc il y a d'autres il y a d'autres astuces, hein, d'autres petits trucs. On fait des phrases courtes. On évite les constructions grammaticales compliquées. On n'écrit pas dans le monde, on n'écrit pas, voilà, on fait simple et synthétique. On aère son texte en le découpant en paragraphes, on structure avec des intertitres, du gras, on utilise des puces, on utilise des bullet points, 1, 2, 3, 4, on assiste, on facilite la lecture et on donne du relief au texte. Autre règle d'or de l'écriture que appliquent tous les journalistes, ça vous le verrez dans tous les quotidiens en particulier, tous les quotidiens d'information, vous allez découvrir qu'il y a différents niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est le titre, c'est le chapeau et les gros titres des paragraphes qui souvent sont soit plus gros, soit en italique, soit en gras. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Un lecteur pressé, un lecteur du Monde, par exemple, en France, va lire en priorité les titres, le chapeau et puis les intertitres. S'il y a une carte, s'il y a un visuel, il va regarder le visuel et puis c'est tout. S'il a un peu plus de temps, il va lire le deuxième niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, c'est les et puis si vraiment il a du temps ou si vraiment le sujet l'intéresse beaucoup et qu'il a du temps, il va lire le troisième niveau d'écriture qui est le corps du texte. Voilà. À garder en tête quand vous rédigez. Qu'est-ce que vous voulez que le lecteur retienne? Le titre, le chapeau et vos titres de paragraphes. Et puis peut-être une carte qui va illustrer l'article ou un graphique qui va illustrer l'article ou un visuel, une photo qui va illustrer l'article. Ça, c'est concentrez-vous là-dessus. Ensuite, 4e point qui vient
compléter le troisième point, hein, dans la structuration, l'organisation, la hiérarchisation de l'information, sourcez et enrichissez votre texte. Comme on ne peut pas tout dire et qu'on ne va pas tout dire, l'énorme avantage qu'on a aujourd'hui avec l'écriture sur le web, c'est de pouvoir mettre des liens hypertextes. Vous savez, les liens hypertextes sont les liens qui sont soulignés souvent en bleu et sur lesquels on peut cliquer et qui vont renvoyer sur un autre article. Ce qui veut dire que vous allez faire une synthèse et vous allez donner au lecteur les moyens d'aller approfondir tel ou tel point dans une autre source. Donc, votre article va être plus synthétique, mais en même temps, il va être plus riche, c'est-à-dire qu'il va donner la possibilité au lecteur d'aller creuser tel ou tel point dans une autre source. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a plus de bibliographie en fin d'un article ou en fin de contribution, parce que finalement, toute la bibliographie est intégrée dans les liens hypertextes. D'accord? Sourcer, enrichissez, ça veut dire aussi illustrer avec des photos qui viennent illustrer tel ou tel point. Vous pouvez mettre un lien vidéo, vous pouvez mettre un lien sur un post sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un document sonore, un graphique. Tout ça, ça enrichit le texte et ça l'aère et puis ça donne du fond, du contenu à votre article. Et puis, dernier point, mais c'est quand même indispensable, un article doit être illustré par un visuel et le visuel, ne sous-estimez pas sa pertinence ou son importance. Il doit apporter quelque chose au texte. Il doit être tout à fait révélateur du texte. Il doit aller plus loin que le texte. Où ça doit être un clin d'œil, mais il doit apporter quelque chose de plus au texte. C'est un espace d'expression, de créativité, mais qui doit avoir du sens. D'accord? Voilà. Eh bien, on a presque fini les points liés à l'écriture. Maintenant, autre point capital, quand on a écrit, on se relit à tête reposée, à froid. C'est-à-dire que quand vous avez écrit un article, à moins d'être très pressé, laissez passer 2 heures, 3 heures, faites autre chose. Laissez passer une nuit, laissez passer une journée et relisez-le une fois que vous êtes sorti de l'article. Il doit être logique. Les éléments doivent s'enchaîner. Vous relisez le fond et vous relisez la forme aussi. Et deuxième point, vous le relisez et vous demandez à quelqu'un d'autre de le relire et de vous expliquer ce qu'il a compris. Et dans son explication, vous allez comprendre si la démonstration que vous avez faite était suffisamment claire ou pas. C'est un point capital. Se relire et faire relire. D'accord? Et puis, dernier point dont je voulais vous parler aussi, ce sont les techniques d'interview, parce que je pense que vous en aurez certainement besoin dans le cadre du magazine. Donc voilà, je vais vous donner quelques règles à garder en tête, assez simples, sachant que de toute façon, je vous enverrai ces visuels, enfin cette présentation, et puis les notes que je vous ai préparées également en support de cette présentation. Donc pour les règles de l'interview, le point le plus important, à mon sens, il y en a deux.
c'est l'angle, hein, toujours, c'est mon cheval de bataille, l'angle. Mais donc ça, je ne reviendrai pas dessus, vous l'avez compris. Euh, mais pour l'interview, le point capital, c'est la préparation de l'interview. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous devez le connaître à fond. Voilà, vous allez préparer. Vous allez rencontrer un professeur, vous allez rencontrer un partenaire socio-professionnel, vous allez rencontrer une entreprise. On prépare avant, mais vraiment quoi, en profondeur. On sait tout ce que la personne a fait, quels sont ses centres d'intérêt, on sait sur quoi on va l'interroger précisément. On a préparé 10 questions. Voilà, on n'arrive pas démunis. Et évidemment, on a trouvé une thématique et un angle sur lequel on va l'interroger. Et on va préparer des questions ouvertes. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre questions ouvertes et questions fermées. Une question ouverte va demander un développement, une explication. Une question fermée, la personne va vous répondre par oui ou par non. Question suivante. Vous ne pourrez pas exploiter la question. Donc, on pose des questions qui nécessitent une explication. Comment on pose une question qui nécessite une explication? En commençant par pourquoi, par comment, par qui, les fameuses questions du 5 W. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Voilà. On met à l'aise la personne. On la rassure. D'accord, on est avenant, on explique ce qu'on va faire, on explique l'objectif de l'interview, on explique l'orientation des questions. Voilà, on n'arrive pas en lui posant les questions à froid. On lui explique ce que l'on veut, les points que l'on veut aborder, peut-être la chronologie des questions, plutôt les questions qu'on a préparées. Voilà. La première question concerne toujours la personne. Pour la mettre à l'aise, démarrer la conversation. Voilà, on ne démarre pas sur son travail tout de suite ou sur ce pourquoi vous êtes venu la voir. On commence avec une question qui engage le dialogue. Et après, on ne reste pas focalisé sur les 10 questions qu'on a préparées, s'il vous plaît. Quand la discussion s'est engagée, on rebondit sur les propos de la personne. On va poser des questions en fonction des points qui ont été abordés pour rebondir sur tel ou tel sujet, illustrer tel ou tel sujet. On s'adapte à la tournure de la conversation, d'accord? Mais on a préparé des questions pour relancer si besoin. Voilà. Dernier point à garder en tête qui est très important, annoncer avant de commencer à interroger la personne la durée de l'interview. Vous allez souvent être confronté à des gens bavards. Il va falloir, avec délicatesse et diplomatie, interrompre le monologue. D'accord? Stopper une discussion pour enchaîner avec la question suivante, rebondir. Voilà, ça se travaille un peu, mais il faut que vous gardiez la main, gardiez le contrôle de l'interview et pas vous retrouver au bout d'une demi-heure avec une personne qui parle tout seul depuis une demi-heure et vous n'arrivez pas à passer à la question suivante, d'accord? Donc voilà, gardez en tête de garder le contrôle. Voilà, je crois qu'on a abordé à peu près toutes les questions de l'interview. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite séance de questions-réponses. Il est 10h05.
Et puis ensuite, je vais vous proposer qu'on décortique un article qui illustre ce dont on vient de parler, d'accord? Et puis, après, on va faire un petit tour de table sur l'exercice que je vous propose pour la semaine prochaine, euh, de faire une petite production sur le sujet que vous souhaitez, en rapport ou non avec la thématique du magazine que vous avez choisi. Et puis, la semaine prochaine, on passera en revue un article par catégorie, c'est-à-dire peut-être une interview, une production, une enquête, voilà, un, un article représentatif de chacune des catégories que vous aurez choisies. Et puis, si vous voulez, la semaine prochaine, on peut aussi regarder le chemin de fer du magazine, si vous voulez, ou peut-être aujourd'hui. Enfin, voilà, j'ai envie qu'on construise aussi ensemble la séance de la semaine prochaine en fonction de vos besoins et de vos priorités. D'accord? Donc, je vous laisse la parole hein, parce que j'ai parlé 1 heure et moi, je n'aime pas du tout les monologues. Par contre, j'aime beaucoup les échanges parce que normalement, c'est moi qui pose les questions. Donc, je vous laisse la parole. Merci Je vous beaucoup, écoute. Bénédicte, pour ton intervention. Merci beaucoup. Oh, c'est mignon ce cœur. Est-ce que tu veux prendre la parole, Thảo? Oui, merci, madame. Euh, Bonjour tout le monde. Après, après d'avoir entendu le partage de Madame Bénédicte, j'ai quelques questions. Pour l'interviewer, je veux demander comment on peut inter, euh, interrompre les répondants quand ils parlent trop, ils sont trop bavards, comme vous avez partagé. Les techniques? La technique pour interrompre les répondants. Oui, merci. Alors, comment interrompre un bavard? Oui. Alors, comment interrompre un bavard? C'est difficile, d'accord? C'est difficile. Donc, il y a une technique qui est souvent utilisée, c'est de reposer une question, rebondir sur un point pour reposer une question, ou dire, attendez, excusez-moi, peut-être j'ai pas très bien compris ce point, est-ce que vous pouvez l'expliciter? Voilà, mais du coup, je redémarre sur autre chose. Ou rebondir en disant, ah ben justement, à propos de ce point, je voulais vous poser telle question. Voilà, c'est de reprendre la main. Euh, euh, en, Comme un enfant, vous savez, comme un enfant qui pleure, on détourne son attention. Et bien là, c'est pareil, on va rebondir pour détourner son attention, soit en reposant une question, soit en disant, ah mais écoute, d'accord, j'ai bien compris, mais est-ce que vous pouvez expliciter tel point ou à ce propos, telle question, voilà. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Et est-ce que vous pouvez partager quelque chose qu'on doit préparer avant
dans l'entretien, comme la... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Ah, oui. Vas-y, dis-moi. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez partager quelque chose, quelques trucs qu'on doit préparer avant d'un entretien, interview, comme D'accord. oui, Tu veux qu'on reparle de ça? partout. Ma connaissance Tu n'est veux pas qu'on très... reparle de la préparation avant un entretien? Oui, c'est ça. D'accord. Une seconde. La question, c'est comment on prépare un entretien. On va prendre un cas pratique. Euh, euh, Moi, je vais prendre un cas pratique que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai rédigé un magazine sur l'égalité femmes-hommes que l'on a publié en mars à l'AUF. On a fait une partie interview dans ce magazine. Euh, et pour chaque interview, j'ai pris le même angle pour tous les interviews. C'est-à-dire que j'ai interrogé des femmes qui ont eu un parcours exceptionnel du fait de leur recherche académique et je les ai interrogées ou de leur impact économique parce qu'elles ont monté des sociétés, parce qu'elles ont eu un impact sur le développement de leur communauté. Et je les ai interrogées non pas sur le fait que ce soit des femmes, mais sur, en tant que femmes, leur impact sur le développement de leur communauté, grâce à leurs recherches, grâce à aux sociétés engagées dans le développement durable qu'elles ont créées. Voilà, j'ai défini un angle, une problématique que j'ai appliquée à tous les entretiens pour avoir un fil conducteur identique pour les différentes interviews. Et une fois que j'ai défini cette thématique commune, j'ai étudié leur parcours universitaire, leur recherche ou leur parcours économique, les sociétés qu'elles ont fondées, les produits qu'elles proposent, quel impact ça a sur la santé publique, quel impact ça a sur la nutrition, tu vois. Voilà, et j'ai préparé chacun des interviews en gardant en tête ce fil conducteur. J'ai interrogé, exemple, j'ai interrogé la lauréate du MT 180, qui est une chercheuse sénégalaise qui a fait sa thèse sur le développement de produits de nanotechnologie à base de gomme arabique. Euh, donc, je l'ai interrogée en tant que femme sur l'impact de sa recherche sur l'écologie. Et du coup, bah, j'ai regardé, tu vois, des synthèses de sa thèse, j'ai regardé d'où elle venait, son parcours universitaire, son parcours personnel, que jeune femme au Sénégal, dans une famille enfin, pas forcément très favorisée, mais tu vois, quel était son contexte socio-culturel, son papa qui l'a poussé à faire des études dans une société où on pousse pas toujours les filles à faire des études et encore moins des études scientifiques. Voilà, pour donner de l'humain à cette interview.
Oui, donc Voilà. on va trouver des informations en base des répondants, de personnes qui on va interviewer, et n'est-ce pas? Ouais, mais tu trouves tout sur Internet hein, aujourd'hui. Hein. Ah, oui, oui, merci. Et après mes expériences, je sais que les journalistes ont peut-être ils doivent préparer un guide d'entretien qui comprend les questions. Donc, comment on établit cette fiche, ce guide d'entretien? Qu'est-ce que Que, tu appelles guide d'entretien? C'est les questions que tu vas oui, poser? oui, la liste de questions on va poser aux répondants. Oui. Oui, Bah, tu établis une liste de 4, 5 questions oui, et tu donnes le contexte, l'objectif de l'interview globale. Et tu précises ce pourquoi le média pour lequel tu vas écrire, tu précises un peu la longueur cible de l'article et tu précises le public auquel ça s'adresse. Pareil, la personne que tu vas interviewer, il faut que tu lui donnes euh, la cible, le lectorat auquel il va s'adresser. Il faut que tu lui donnes le contexte, en fait, tu vois. La longueur, les questions, le support, le média, la cible, que la personne puisse adapter son discours et ses messages en fonction de ça. D'accord? oui, d'accord. Je suis désolée, ma connaissance n'est pas très bien. Donc, oui, D'accord. et ma dernière question. Mhm. Vous avez dit que la longueur d'un titre d'article, c'est environ 8, 8 mots, n'est-ce Ouais. pas? Oui, et est-ce que vous pouvez partager quelques secrets pour créer un titre court mais intéressant, att- attrayant pour les lecteurs? Oui. Ouais. Merci. Ça, je vous propose de voir ça après. Je vais vous montrer un site que j'aime bien, peut-être même deux. Euh, et ils ont des articles comme ça, toujours bien tournés, ou drôles, ou avec des jeux de mots, ou avec des questions, mais des titres qui sont travaillés. D'accord? Oui, merci Ok. beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Ania qui a une question. Merci beaucoup, Bénédicte. Je ne sais pas si on va aborder aujourd'hui le chemin de fer du magazine, mais si tu me le permets, j'ai une question par rapport à la thématique. En fait, Oui. on dit qu'on va avoir une thématique et que tous les articles doivent être collés à cette thématique, mais ça me paraît un peu difficile, si tu veux. Et ce que je propose, c'est que l'interview soit collée à la thématique et les autres articles sont plutôt libres. Parce que si tu veux, comme par exemple les étudiants, le club francophone de l'Université de Da Nang, ils sont des étudiants de l'ingénieur, des sciences de l'ingénieur. Donc, ils vont proposer un article plutôt pour la rubrique innovation et technologie pour présenter leur projet d'innovation. Je vois mal comment ça pourrait coller à la thématique imposée. Comment tu vois les choses? Eh ben,
on en revient au point qu'on a abordé au début, c'est qu'est-ce que ça va apporter de nouveau, euh, comment ça va éclairer cette thématique, tu vois? En fait, on sort du champ de la thématique définie dans ce numéro du magazine. Donc, voilà, pour moi, si tu me demandes, euh, il va falloir trouver un moyen de relier ça à la thématique générale du numéro du magazine. Sinon, comme on dit en français, ça va tomber comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire que pourquoi cet article dans un magazine dont le thème est la mobilité étudiante? Il va falloir trouver un moyen de le relier à la thématique. Sinon, ton lecteur va dire, mais pourquoi il y a un article là-dessus sur un magazine qui est dédié à la mobilité étudiante? Tu vois? Il y a un problème de logique. Donc, Est-ce que soit je peux on... compléter? Oui, Oui, donc c'est la question concernant nos étudiants, parce que oui, ils ont gagné beaucoup de prix oui, de recherche scientifique à l'intention des étudiants, quoi. Et je crois que les étudiants doivent définir clairement quel type de l'article ils veulent écrire. Soit un article purement des connaissances scientifiques, comme les articles dans les conférences scientifiques, ou bien il va présenter nos problèmes qui sont autour de la réalisation des projets de recherche. Ce sont ils sont des étudiants, qu'est-ce qu'ils rencontrent des difficultés, comment il va surmonter, pourquoi il a aimé la recherche. Donc, je crois que c'est une autre chose. Je suis d'accord avec vous qu'il faut définir bien l'angle ou bien la ouais. thématique ou le type de l'article qu'on va écrire. Donc, c'est mon avis, quoi. Après ça, on peut voir ensemble, hein, ça. Et puis Voilà. peut-être que ça peut être, ça peut, ça peut donner lieu au choix d'une thématique pour le prochain numéro. Et tout le magazine va tourner autour de cette thématique-là. Après, ça s'articule en fonction euh, des sujets et des thématiques qui sont proposés. Thế thì các hoạt động đó thì các bạn không có Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors on continue? D'accord. Alors, je vais vous repartager mon écran et je vais vous montrer un site ou deux qui, je trouve, ont des articles très... Alors, en fait, c'est un blog d'une école de management en France et j'aime bien leurs articles parce que ce sont des articles qui sont écrits par des enseignants-chercheurs en collaboration avec des étudiants. Donc, je trouve que la façon d'écrire pourrait être assez proche du type de production que vous pourriez avoir. Voilà. Voilà. Vous me dites quand vous voyez.
C'est bon? Ok, super. Merci Delphine. Alors, voici, j'en ai sélectionné un. Le titre, c'est le Healthy Lifestyle, bon pour la santé, moins pour la planète. Un titre, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Pof, on est dans les 8 mots. Ça pose tout de suite l'angle de l'article. Un paradoxe, on pose un paradoxe. On veut manger sain, mais en fait, curieusement, quand on mange sain, eh ben, c'est pas du tout écologique. Voilà, donc là, paf, on a tout de suite la promesse qui est faite par l'article. Cet article va essayer de expliciter ce paradoxe ou de décortiquer ce paradoxe entre je veux manger sain, mais en fait, c'est pas du tout sain pour la planète. Voilà. Ça, c'est un article, c'est un titre bien formulé. On a le paradoxe qui est exprimé en une phrase courte. Ça éveille la curiosité du lecteur. Moi, je lis un titre comme ça, je fais ah oui, ah bah tiens, j'ai envie d'aller le lire. Il peut s'exprimer sous forme de question. Est-ce que manger sain, c'est bon pour la planète? Ben non. Ou en tout cas, je sais pas. On a des petits tags qui permettent de donner les mots-clés liés à l'article, alimentation, impact environnemental, mode de vie. Ça, c'est bon pour les moteurs de recherche pour le référencement. On a un petit visuel qui est rigolo, qui est engageant. Voilà. Un petit vélo. On a le paradoxe, en fait, de cet article qui est exprimé dans ce visuel. On a le fameux chapeau, 2 phrases, manger sain, telles sont aujourd'hui les recommandations martelées par l'OMS, un petit lien interactif qui renvoie vers le site de l'OMS, et l'ANSES, Agence française de sécurité sanitaire. On a un petit lien qui renvoie à ces fameuses agences. Tout le problème qui se cache derrière cette injonction est que la consommation frénétique de certains aliments dits healthy menace directement l'environnement, notamment nos ressources en eau. On a un chapeau en 2 phrases qui explique qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. On sait ce qu'on va lire dans l'article. D'accord? Et après, on a les fameux niveaux de lecture. Donc, vous voyez, l'article est assez court, avec les fameux liens interactifs qui permettent d'approfondir certaines questions. On a des titres de parties. On a des petits graphiques visuels avec les sources toujours. On a des paragraphes courts. Et quand on a des énumérations, on a des bullet points. Voilà, donc en fait, on a une approche, un découpage, une organisation, une profondeur d'article, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On a un découpage qui sont engageants pour l'œil et une forme d'écriture qui va servir le fond, qui va s'adapter au fond et qui va valoriser le fond de l'article. Je suis pressée, je lis le chapeau et je lis les titres. Donc, manger sain, telles sont aujourd'hui les recommandations martelées par l'OMS et l'ANSES. Tout le problème qui se cache derrière cette injonction est que la consommation frénétique de certains aliments dits healthy menace directement l'environnement, notamment nos ressources en eau. Je suis pressée, je lis que les titres. Le manger sain, une tendance devenue norme, ok. Une demande croissante qui menace une ressource naturelle déjà fragile. On sait quoi, puisqu'on l'a lu dans le chapeau, c'est l'eau. Là, paf, j'ai pas le temps de lire, mais je veux savoir quels sont les aliments qui sont concernés par cette consommation non raisonnable en eau. Ah bah voilà, on a
les amandes, l'avocat, le soja, la tomate, la bière et les grillons. Paf. Et après, le dernier titre, c'est un arbitrage délicat. Voilà, donc ça, c'est j'ai fait le premier et le niveau de lecture. Je sais à peu près de quoi il en retourne. Maintenant, je me dis, bah tiens, j'ai quand même envie d'aller plus loin, c'est-à-dire un arbitrage délicat, bah oui, entre manger sain ou avoir un comportement écologique, éco-responsable. Je vais lire que la partie sur un arbitrage délicat. Alors, bah quoi, la solution, c'est quoi? C'est d'arrêter de manger des amandes? Bah, pas forcément. Notamment si les pratiques L6 s'accompagnent d'une réduction de la consommation de viande rouge, laquelle est de loin la plus vorace en eau. C'est-à-dire que bah, finalement, manger des amandes, manger des avocats, du soja, des tomates et de la bière, c'est vorace en eau, mais bah, ce qui est encore plus vorace en eau, c'est de manger de la viande. Voilà, donc après, tout n'est qu'une question d'arbitrage. Et finalement, en 3 minutes, j'ai compris la substantifique démonstration de l'article. Et puis, j'ai des ressources pour aller plus loin. Paf, je sais pas. Ah ben voilà, celle-ci. La consommation encore plus vorace de viande. Enfin, comment dire, la consommation la plus vorace en eau est finalement celle de l'élevage de viande destinée à la conservation alimentaire. Et puis, si j'ai envie de creuser le sujet, je vais aller sur des ressources plus scientifiques. Voilà, je trouve une illustration assez claire de ce qu'on s'est dit avant. Et puis, des articles comme ça, je peux vous en montrer d'autres. Euh, euh, tiens, celui-ci. Tatouage et déclin de la religion. Le titre est très court. Il exprime un paradoxe. Les sociétés bon, là, on parle de sociétés, je pense, peut-être un peu plus européennes, mais sont de plus en plus tatouées. Et ça coïncide, curieusement, avec un déclin de la religion. Donc, cet article se propose de, de mettre enfin, de comparer ces deux phénomènes, la montée du tatouage et le déclin de la religion. Est-ce que ce sont des phénomènes qui sont corrélés ou pas? On peut pas, enfin, l'article, le titre sous-tend, induit une question. Y a-t-il un lien entre l'augmentation du nombre de tatouages et le déclin de la religion? Il exprime encore une fois un paradoxe ou un levier de curiosité ou un levier d'explication scientifique. Il est court, il peut se poser et c'est une question induite. Les tags thématiques, c'est pratiques religieuses et signaux faibles. Signaux faibles, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de découvrir une corrélation entre augmentation du nombre de tatouages et déclin de la religion ou pas? Voilà. Le visuel qui explique ce paradoxe. Un chapeau en 3 phrases. 1, 2, 3 phrases. Les sociétés occidentales ont connu au cours du XXe siècle un déclin spectaculaire de la pratique religieuse. De nombreuses études soulignent aujourd'hui que cette tendance s'amplifie. Une analyse multifactorielle permet de mieux saisir les ressorts de cette réévolution. Delphine, tu as une question?
Peut-être le diaporama était buggé, du coup, on voit rien. Ah, pardon. Là, vous voyez ou non? On voit l'ancien avec la santé, quoi. Mais on ne voit Ah, pas un pardon. nouveau. C'est figé. Ah, c'est figé. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon là? Pas encore. Non? Non. Alors, attendez. Je vais couper le partage et je remets le partage. Que voyez-vous? C'est bon, merci. C'est bon? Super. Oui. Alors, je continue. Donc voilà, tatouage et déclin de la religion, les petits tags, pratiques religieuses, signaux faibles, le fameux titre qui induit une question, le visuel qui explicite ce dont il va être question dans l'article, le chapeau, 3 phrases. Les sociétés occidentales ont connu au cours du XXe siècle un déclin spectaculaire de la pratique religieuse. De nombreuses études soulignent aujourd'hui que cette tendance s'amplifie. Une analyse multifactorielle permet de mieux saisir les ressorts de cette réévolution. Euh, voilà, donc là, on a le fameux chapeau qui explique qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Euh, Par contre, vous voyez là, il y a un découpage en paragraphes, mais il n'y a pas de titre au paragraphe. Excuse-moi, Bénédicte. Est-ce que tu peux Oui? descendre l'article parce qu'on s'est figé encore, on ne voit pas le reste de l'article, on voit que le titre. Ah, bah je réarrête et je repartage. Je pense que c'est à cause de la connexion parce que la dernière de diaporama n'était pas descendue non plus, quoi. Ah, est-ce que là vous voyez? Pas encore. Ah, vous voyez pas encore? Et la dernière fois, la dernière diaporama, du coup, quand vous parlez, est descendu le diaporama, n'est-ce pas? Mais on voit seulement le titre depuis le début, quoi. Ah, est-ce que vous voyez descendre là ou non? Non, ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, Donc là, je suis sur le chapeau. OK. Et par contre, là, ça me gêne, moi, à la lecture, parce que j'ai pas envie de lire, là. Parce que j'ai pas. Ben, c'est une bonne contre-illustration. C'est-à-dire que là, j'ai pas de titre au paragraphe. Donc, il me manque le deuxième niveau de lecture. C'est-à-dire que j'ai lu le chapeau, mais je sais pas de quoi il va être question dans les paragraphes. Eh ben, ça me donne moins envie de lire tout de suite. Et puis, vous voyez, il y a pas d'éléments en gras qui permettent de mettre en valeur telle ou telle partie des paragraphes. Voilà. Donc, il est certainement très intéressant, mais celui-là, j'ai pas envie de le lire. Un graphique sur le déclin de la religion, un graphique sur le pourcentage d'Américains s'identifiant comme sans religion, plutôt protestants, plutôt évangéliques. Voilà, bon, il y a plein de graphiques qui permettent d'aérer la lecture et puis d'illustrer les arguments, mais et puis des liens hyperactifs qui permettent de creuser tel ou tel point, mais je trouve qu'il n'est pas fini cet article. Il manque les titres qui vont illustrer les développements. Donc, il est prometteur, mais il ne va pas jusqu'au bout de sa promesse. Je vais vous envoyer tous ces liens aussi, hein. Euh,
Attendez, je vais en chercher un autre, hein. Voilà, celui-là, par exemple. Covid-19, est-ce que vous voyez l'article ou non? Pas encore. Non? J'arrête et je repartage. Est-ce que vous voyez là? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, alors c'est parti. Dernier exemple, Covid-19, doit-on s'attendre au grand exode des collaborateurs? Un article court, pardon, un titre court. Une question et une question posée en janvier 2022, donc il y a 1 an et demi, qui était au centre du débat à ce moment-là. D'accord? Donc, je sais de quoi il va être question dans cet article. Ça éveille ma curiosité, ça éclaire un point d'actualité. J'ai des tags thématiques. L'attrition, c'est le fait en français de démissionner, les collaborateurs qui quittent l'entreprise. Covid-19, équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ressources humaines, rétention, c'est le fait de retenir les collaborateurs dans l'entreprise. J'ai un visuel rigolo qui illustre le fait de tout quitter pour faire autre chose. Donc, qui a un petit clin d'œil drôle euh, sur le contenu de l'article. J'ai un chapeau. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, depuis le début de la pandémie, donc quoi et quand. Depuis le début de la pandémie globale du Covid-19, plusieurs études et rapports ont mis en avant la nécessité de faire évoluer les designs organisationnels, notamment la configuration structurelle et l'organisation du travail, vers des modalités favorisant l'agilité et la résilience pour mieux résister à cette crise et se préparer aux suivantes. J'ai le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, complété par ce deuxième chapeau. Si l'organisation et le travail post-Covid ont connu un certain intérêt, nous recensons en revanche peu d'études consacrées aux collaborateurs et à l'évolution de leurs attentes. Et pourtant, il est facile d'observer lorsque l'on est praticien des ressources humaines l'émergence d'attentes salariales fortes sur l'organisation du travail. Certes, le télétravail, mais pas seulement, et une incertitude concernant le recrutement et la rétention des collaborateurs. Donc ça, c'est un article technique écrit par un professeur qui éclaire un phénomène d'actualité lié au Covid-19 il y a 18 mois et qui explicite une tendance émergente. Et après, l'article, il est engageant dans le sens où on a des titres, des tendances qui s'accélèrent, 40% de collaborateurs qui sont en train de quitter leur entreprise à la suite du Covid. La rémunération ne suffit pas à fidéliser. Donc, on sait que on a 40% des collaborateurs qui quittent leur entreprise à la suite de la crise Covid et pas que pour des considérations salariales. Ce qui veut dire que on a des considérations autres qui sont plutôt de l'ordre organisationnel au sein de l'entreprise. Et puis la question, retourner au bureau ou ne jamais y retourner. Donc c'est ce que je vous disais, des considérations salariales, mais pas que, des considérations organisationnelles. Donc voilà, j'ai lu le premier niveau, j'ai lu le deuxième niveau, je sais de quoi parle globalement l'article. J'ai envie de creuser, je lis les paragraphes. Les paragraphes sont... il y a une architecture qui est très claire, qui est découpée. Il y a des éléments en gras qui permettent de visualiser,
qui permettent de visualiser rapidement les notions clés. J'ai comment dire, des liens hypertextes qui permettent de creuser certaines notions. Voilà. Il est facile à lire. Excusez-moi, madame. Oui. Peut-être le diaporama n'est pas descendu encore une fois. Du coup, on voit. Je recommence. Merci. Sinon, tu peux nous partager le lien dans la boîte chat. Comme ça, chacun peut consulter. Oui, tu as raison. Voilà. Ça y est, je voulais partager. Hein. Mais bon, de toute façon, grosso modo, on a fini. C'était juste pour illustrer le fait que cet article, la forme valorise le fond et la forme sert le fond. C'est-à-dire qu'il est suffisamment architecturé, il y a suffisamment de titres aux sous-parties, d'éléments en gras sur les notions clés et de renvoi des liens hypertextes pour aller plus loin si on veut. Celui-là n'a pas d'illustration, par contre, dans le corps du texte. Mais voilà, il est engageant, quoi. Voilà. Je vais vous envoyer les présentations, mes notes, et puis les liens des articles qu'on a vus. Et puis, pour la semaine prochaine, je laisse ouvert à la discussion et peut-être aux recommandations de Nia aussi ce que vous souhaitez faire. Moi, je vous ai donné ce que j'en pensais, c'est-à-dire que chacun prépare une contribution dans le cadre peut-être du magazine ou pas, à vous de voir avec Nia. Et moi, on prendra un article par catégorie et on fera une relecture critique en essayant de garder en tête peut-être le cadre du magazine. Donc, est-ce que la semaine prochaine, vous voulez parler du chemin de fer du magazine et des articles? Comment vous voulez vous organiser? Pendant ce temps, je vous mets les liens sur les articles qu'on a lus ensemble, en attendant que chacun puisse préparer sa petite question. Et avant qu'on se quitte, je voulais sonder tout le monde sur la date qui vous semble la plus appropriée pour la prochaine séance. Parce qu'au début, c'était prévu pour après-demain, c'est-à-dire le 7. Mais la suggestion de Bénédicte me semble aussi pertinente. C'est de vous donner un peu plus de temps pour préparer l'article. Qu'est-ce que vous en pensez si on recale la prochaine séance à la semaine prochaine, le 12, c'est-à-dire mercredi prochain? Est-ce que vous êtes tous... Pour Rancy, c'est bon. Pour CFE, c'est bon aussi. Pour Danang, est-ce que c'est bon pour vous de recaler encore une semaine la formation, c'est-à-dire le 12, l'université de Da Nang? Oui, pour nous, 12 et 13 juillet, c'est convenable. Aucun problème. Non, non, Super. pas le 13, mais le 12. Plutôt le Oui, 12. OK. Ah, d'accord. D'accord. Merci. Han... D'accord, merci anh Dũng. Hanu Francophile. Oui, ça marche. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Je vois aussi, il y a des amis de Tongji. Est-ce que c'est bon pour vous si on fait la deuxième séance mercredi prochain?
Je vois, il y a aussi Ye Dudu. Est-ce que vous êtes du club de l'Institut de diplomatie de Chine? Les amis chinois, est-ce que vous êtes là? Ah oui, je suis Dodo, je viens de l'Institut de diplomatie et le mercredi prochain, ce n'est pas un problème. Merci beaucoup. L'université Thương Mại. Oui, madame. Oui, est-ce que mercredi prochain, c'est bon pour toi? On va faire la deuxième séance de formation. Oui, c'est D'accord, bon. Oui, d'accord. oui. Il reste encore les universités cambodgiennes. URBA, et l'université de droit et des sciences économiques. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est OK pour nous. Merci. Est-ce que l'URBA, vous êtes là? L'Université nationale de Mongolie? Est-ce que vous êtes là? Bon, en tout cas, la majorité donne son accord pour la nouvelle date. Je vais envoyer un message de confirmation à tout le monde. Comme D'accord, ça, vous êtes tous mis au même niveau d'information. super. Par contre, je vous prie de bien vouloir compléter le plan de contenu et je propose qu'on applique les connaissances acquises à l'issue de cette formation pour déjà commencer à préparer votre article pour le magazine. Comme ça, ça me semble plus Ça permet de productif. gagner du temps, hein. Oui, voilà. Parce qu'il nous reste encore combien? 2 mois avant le lancement. 2, 3 mois. Bon, ça me paraît logique. Bon. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Il nous reste encore 5 minutes. Si vous êtes d'accord, je peux partager l'écran pour montrer à Bénédicte l'état d'avancement de notre travail. Voilà, j'ai reçu les premières propositions euh, de Ulysse, Tongji, Rancid, Jeunebook. Mongolie. Il nous reste encore quelques propositions à compléter de la part des universités cambodgiennes, Université de Huế, de Da Nang et l'Institut de diplomatie de Chine et CFE aussi. Voilà. D'accord. Si vous voulez bien compléter ça d'ici la semaine prochaine et entre-temps préparer votre texte selon cette proposition, euh, ça nous aidera beaucoup à gagner le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui, Thao. Oui, j'ai une question, Madame Nga. La formation prochaine, on va poser la première texte de notre article, c'est ça? Oui, Oui. oui. Et merci. Merci à toi. Bah, comme ça, Bénédicte pourra vous aider pourra y apporter des commentaires, des remarques, Ouais, des ouais. suggestions d'amélioration. Oui, et puis vous avez compris, moi ce qui m'intéresse, c'est la cohérence interne de l'article et la cohérence de l'article par rapport au magazine. Je pense que c'est vraiment la clé, mais vraiment la clé du succès. Et, et, et tant pis, je dirais, si les articles sont pas
En fait, la difficulté qu'on va avoir, ça va être de trouver le lien des articles que vous proposez par rapport à la thématique d'ensemble. Comment réorienter pour que on apporte différents éclairages sur la thématique du magazine. D'accord? On va y arriver. Mais Bénédicte, selon Oui. notre dernière discussion, est-ce qu'il serait possible que seulement l'interview soit collée à la thématique et les sous-rubriques, je parle des rubriques comme l'événementiel, technologie, innovation, voilà, ça correspond, ça prend un format plutôt libre. Est-ce que c'est aussi possible? On verra, on verra. En fait, il faut envisager la cohérence d'ensemble, Hmm, c'est tu mieux. vois. Il faut envisager la cohérence d'ensemble, mais il faut quand même garder en tête que il faut qu'il y ait un fil conducteur même au sein du magazine. C'est pas, tu vois, c'est pas un magazine d'actualité. Un magazine d'actualité, tu vas avoir des rubriques thématiques. Tu vas avoir la rubrique société, tu vas avoir la rubrique économie, tu vas avoir la rubrique culturelle, la rubrique éducation. Euh, Là, on n'est pas dans un magazine d'actualité hebdomadaire ou mensuel. Euh, voilà, on va voir, on verra. Tu préfères des articles de fond, n'est-ce pas? Non, c'est pas des articles de fond nécessairement, mais euh, je pense que le format que vous avez choisi euh, nécessite différents éclairages sur un même sujet. D'accord, je comprends. Je vois un Parce que, Pardon, parce que vas-y. la variété thématique correspond à un magazine d'information. Hmm, La variété thématique va moins correspondre euh, à l'objectif que vous êtes fixé. On verra, on va voir, on verra. d'accord. On verra en fonction des propositions, mais on verra. Et peut-être D'accord. que la semaine prochaine, on ne pourra pas trancher non plus. Il faut que je vois toutes les propositions, mais il faudra qu'on trouve un fil conducteur, c'est une Hmm, certitude. d'accord. Sinon, ça va être un fourre-tout. Et je vois la main de notre collègue Kuan qui voulait poser une question peut-être. Oui, bonjour Bénédicte, bonjour Nga, chers collègues, Bonjour. et bonjour, Bonjour. voilà, chers représentants des clubs, réseau des clubs de l'Asie-Pacifique. Voilà, pour ce qui concerne la proposition de l'article sur différentes thématiques, à mon avis, tout d'abord, on peut les laisser faire ou choisir. Selon le choix. Ça dépend des clubs. À eux de choisir librement pour tout d'abord tester comment ça donne. Leur premier article. Voilà, pour voir après si ça marche. Après, on pourra fixer une thématique commune, voilà, commune pour faire le magazine. Voilà. Et est-ce que Nga, tu pourras partager l'enregistrement pour partager entre les clubs? Parce que Bien sûr. les étudiants, les clubs comme le club de l'URBA n'ont pas pu participer à notre formation aujourd'hui, comme et ils sont très occupés. Donc, je crois qu'on peut partager l'enregistrement avec les autres clubs aussi. Donc, il peut revoir et comme ça, il peut avoir quelques idées. Voilà, au cas de difficultés, je pourrais les aider aussi. Voilà. Merci, Kuan. Merci, c'est prévu. Je l'ai dit dès le début.
On Ouais. va partager l'enregistrement à tous les membres des clés qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Voilà. Mais j'aimerais savoir comment tu partages avec les étudiants des classes. Tu passes par nous, les représentants, ou comment faire? Parce Non, que, non, je vais vous envoyer le lien d'enregistrement, le lien de la d'accord. vidéo, parce que j'ai lancé l'enregistrement. Ouais. Oui, oui, j'ai pensé que tu es allé envoyer directement au CLEF. Voilà. Ok, Bon, merci. ben, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous ai envoyé dans la conversation les liens sur les articles qu'on a revus ensemble, et puis les bonnes et les mauvaises pratiques. Et puis je vous envoie la présentation et puis mes notes. euh, mes notes. Voilà, ça vous va? Et je vous dis donc à mercredi prochain, même heure, même lieu. Merci Ok, beaucoup, c'est Bénédicte, parfait. pour Merci. ton temps. Merci Merci à et, vous, merci et à bonne vous. réunion. Au revoir. Et bonne écriture, hein. Bonne écriture. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.